vous êtes une femme en 1830, debout dans la froide lumière matinale d'une place de marché du Yorkshire. Sous vos bottes usées, les pavés sont glacés de givre, et votre souffle forme de petits nuages dans l'air tandis que vous entendez le murmure des voix s'amplifier autour de vous. Mais ce n'est pas de l'excitation, c'est tout autre chose, quelque chose qui vous noue l'estomac, mêlé d'effroi et d'espoir désespéré. Autour de votre cou, vous sentez le frottement rugueux d'une corde olicole, comme ceux utilisés pour le bétail. La main calleuse de votre mari saisit l'autre extrémité, et sa voix porte sur la place avec le ton expérimenté de quelqu'un qui vend une vache de prix. « Combien dois-je donner pour cette belle femme » crie-t-il, la voix légèrement pâteuse à cause de la bière qu'il a bu à l'aube pour se calmer. Dos solide, bonnes dents, capable de cuisiner et de soigner. La foule se resserre, leur visage exprimant un mélange de curiosité, de dégoût et de calcul. Certains hommes s'avancent pour vous examiner comme ils examineraient un cheval aux enchères, ils vérifient vos mains à la recherche de callosité prouvant votre capacité à travailler, ils examinent votre visage pour juger si vous êtes assez beau pour réchauffer leur lit. Vous restez planté là, le cœur battant, sachant que dans quelques minutes, votre vie va basculer. Vous pourriez vous retrouver avec un homme plus gentil que celui qui vous a amené ici, ou vous retrouver dans une situation encore pire. Mais ce qui vous terrifie le plus, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas un crime clandestin ni un acte de folie désespérée. C'est, dans la logique tordue de votre époque, votre meilleure chance de liberté, votre seule chance de divorcer. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La pratique que nous appelons « vente d'épouse » n'est pas née de la seule cruauté, même si celle-ci y a certainement contribué. Elle est née d'un système juridique si rigide et impitoyable qu'il ne laissait aux pauvres aucune autre option. Pour comprendre pourquoi des centaines d'hommes victoriens emmenaient leurs épouses sur les places de marché, l'icône autour du cou, il faut entrer dans un monde où les femmes n'étaient pas des personnes, mais des biens. Dans l'Angleterre victorienne, la doctrine juridique de la couverture signifiait que lorsqu'une femme se mariait, son identité même disparaissait. Comme l'écrivait le célèbre juriste Sir William Blackstone en 1753, l'être même, l'existence juridique de la femme, est suspendue pendant le mariage, ou du moins est incorporée et consolidée à celle de son mari. Elle devenait ce que le droit appelait une femme couverte ou une femme couverte, dissimulée sous l'identité juridique de son mari, comme si elle portait une cape d'invisibilité. Imaginez Mary Thompson, une femme fictive mais typique de la classe ouvrière des années 1820. Avant le mariage, elle pouvait posséder des biens, signer des contrats et même poursuivre quelqu'un en justice. Mais dès qu'elle prononça ses vœux de mariage, tout changea, son salaire appartenait à son mari, tout héritage de ses parents devenait le sien, si elle lançait un petit commerce de pain ou de lessive, chaque centime gagné lui appartenait légalement, même la robe qu'elle portait sur le dos. Si le mari de Marie, appelons-le William, décidait de la battre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir debout, la loi offrait peu de protection. Un homme avait le droit de corriger sa femme, tout comme il disciplinerait un enfant ou dresserait un chien. S'il gaspillait l'argent du loyer dans l'alcool ou jouait leur budget nourriture, elle n'avait aucun recours légal. S'il rapportait des maladies des bordels ou refusait de travailler pendant qu'elle faisait la lessive jusqu'au sang, la loi considérait cela comme sa prérogative de chef de famille. Mais que s'est-il passé lorsque Marie n'en pouvait plus? Que s'est-il passé lorsque la correction de William lui a valu des côtes cassées, ou lorsque son alcoolisme a obligé leurs enfants à se coucher le ventre vide tous les soirs? Que s'est-il passé lorsqu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, peut-être un veuf bienveillant qui la traitait avec respect, ou un célibataire qui lui témoignait une affection sincère? Dans les classes supérieures, le divorce existait, mais il était si coûteux et compliqué qu'il aurait tout aussi bien pu être réservé à la royauté. Avant 1857, obtenir un divorce nécessitait une loi privée du Parlement, une procédure qui coûtait au moins 1000 livres sterling, soit environ 118 000 livres sterling aujourd'hui.
Cette somme représentait plus que ce que la plupart des familles ouvrières pourraient gagner en une vie. Même après que la loi sur les causes matrimoniales de 1857 a légèrement facilité l'accès au divorce par voie judiciaire, celui-ci coûtait encore environ 40 livres sterling, soit plus que le salaire annuel d'un ouvrier. Pour les personnes pauvres, il n'existait en réalité que 5 façons de mettre fin à un mariage. Séparés par accord mutuel, les deux parties ne pouvant alors plus se remarier légalement. Désert, disparaissez simplement un jour et espérez que votre conjoint ne vous a pas retrouvé. Demandez une séparation légale auprès des tribunaux de l'Église pour cause d'adultère ou de cruauté mettant la vie en danger, ce qui était coûteux et ne permettait pas le remariage. Mourir, ce qui, compte tenu des conditions de vie de la classe ouvrière, n'était pas si rare. Où tu pourrais vendre ta femme. Cette pratique est apparue à la fin du XVIIe siècle, probablement née du désespoir et renforcée par une croyance populaire, puisque la loi traitait les femmes comme des biens, certains se demandaient, pourquoi ces biens ne pourraient-ils pas être transférés comme n'importe quel autre? Le rituel qui s'en est suivi était à la fois humiliant et étrangement digne, une parodie grotesque du divorce et du remariage réunis en une seule cérémonie publique. La vente commençait généralement par une annonce dans le journal local. Ces annonces se lisaient comme des ventes aux enchères de bétail. John Smith vendra sa femme Marie au marché de Doncaster mardi prochain. Elle est en bonne santé, forte et de bon caractère. Aucune offre raisonnable ne sera refusée. Parfois, les publicités étaient plus personnelles. Thomas Brown, lassé de sa femme, la cède à quiconque veut bien la lui enlever. Elle peut laver, cuisiner et traire les vaches. Le jour fixé, le mari conduisait sa femme dans un lieu public, généralement une place de marché où l'on vendait habituellement du bétail, mais parfois une taverne ou un pub servait de lieu de rassemblement. Le symbolisme était délibéré et dévastateur. L'épouse portait un licol autour du cou, du bras ou de la taille, généralement en corde, mais parfois en ruban, dans une pitoyable tentative de dignité. Ce licol n'était pas seulement symbolique, il la désignait comme une propriété à transmettre, au même titre qu'une vache ou un mouton. Le commissaire-priseur, souvent le mari lui-même, lançait un appel aux enchères. Que m'offre-t-on pour cette belle femme? Elle a 26 ans, est capable d'avoir des enfants, excelle en couture et a toutes ses dents. La foule se pressait, les hommes examinant la femme comme des acheteurs potentiels à une foire aux chevaux. Ils examinaient ses mains pour déceler les signes d'un travail acharné, observaient son visage pour juger de sa beauté, lui demandant parfois même de parler pour tester ses manières. Mais c'est ici que les archives historiques révèlent un élément crucial qui modifie notre compréhension de ces scènes. Dans la plupart des cas, la vente était convenue à l'avance. L'acheteur était souvent l'amant de la femme, et la vente était en réalité une forme de divorce et de remariage consensuel réunis en une seule cérémonie publique. L'humiliation était réelle, mais elle avait un but, elle rendait la séparation publiquement attestée et, dans l'esprit des participants, juridiquement contraignante. Prenons l'exemple d'un cas rapporté à Brighton en 1826, l'un des incidents réels qui ont inspiré le célèbre roman de Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Un homme emmena sa femme, à l'air soigné, au marché et la vendit pour 5 livres à un marin. Le journal rapporta qu'elle ne semblait pas réticente à y aller, et que la transaction s'était déroulée, avec une bonne humeur manifeste. Le marin la courtisait probablement depuis des mois, et les 3 parties considéraient la vente comme le seul moyen légal de mettre fin à une relation et d'en commencer une autre. Sur le marché de Woking en 1830, une femme vendait pour 2 shillings et 6 pence, déterminée à ce que la transaction ait lieu malgré les doutes de dernière minute de son mari. Elle lui lança un « visage de brave homme » et lui dit « Laisse faire, fripon, je veux être vendu, je veux du changement. » Sa voix résonne à travers les siècles déterminés, féroce, saisissant le peu de liberté que la loi lui accordait. Les prix payés variaient considérablement, allant de 100 livres sterling, plus 25 livres sterling par enfant, plus de 18 000 livres sterling aujourd'hui, à un verre de bière. La plupart des ventes se situaient entre 2 shillings et 6 pence et 5 shillings, environ 20 à 50 livres sterling aujourd'hui. Mais l'argent n'était pas vraiment l'essentiel. Ce qui comptait, c'était le caractère public de la transaction, en présence de dizaines, voire de centaines de personnes,
qui pouvait ultérieurement témoigner que la femme avait été légalement transférée d'un homme à un autre. Le licol lui-même avait une profonde signification symbolique. Une fois la vente conclue, il était remis au nouveau mari comme preuve de la finalisation de la transaction. Il ne s'agissait pas d'une simple comédie, c'était une tentative désespérée de créer une légitimité là où elle était inexistante. Les participants devaient croire et convaincre leur communauté ou que leur action était légitime. Parfois, le rituel devenait plus élaboré. Les actes de vente étaient rédigés et signés dans un langage emprunté au transfert de propriété immobilière. Moi, John Parsons, pourrais en considération de la somme de 6 livres et 6 shillings payés en main propre, vend et cède. Et cédé à John Tucker, épouse d'Anne et Parsons dudit John Parsons, tous droits, biens, créances, services et demandes, quels qu'ils soient, pendant la durée de sa vie naturelle, ladite Anne Parsons. La cérémonie se terminait souvent par un rassemblement au pub le plus proche pour un festin de noces aux frais du nouveau mari. Les cloches de l'église pouvaient même sonner, comme ce fut le cas en 1827. La communauté, avide de divertissement et de théâtre, considérait ces occasions comme des spectacles publics. Des foules de plusieurs centaines de personnes pouvaient se rassembler, considérant la vente comme un mélange de théâtre, de procédures judiciaires et de carnaval. Mais toutes les ventes d'épouses n'étaient pas le fruit d'un accord consensuel entre amants en quête de légitimité. Certaines étaient de véritables ventes aux enchères où des femmes se retrouvaient aux enchères par des inconnus. En mars 1766, un charpentier de Southwark vendit sa femme dans un accès d'indifférence conjugale à la taverne. Lorsqu'il reprit ses esprits et lui demanda de revenir, elle refusa et il se pendit. Le désespoir qui animait la vente et ses suites témoignent des situations impossibles créées par ces restrictions légales. En 1824, à Manchester, une femme fut adjugée pour 5 shillings. N'appréciant pas l'acheteur, elle fut relancée pour 3 shillings et un quart de bière. La voix de la femme comptait où elle pouvait refuser les acheteurs qu'elle jugeait inadaptés, mais imaginez la terreur de rester là, face à des inconnus qui enchérissaient sur vous comme sur du bétail, sachant que votre avenir dépendait de celui qui serait prêt à payer le plus cher. Cette pratique était particulièrement répandue dans le Yorkshire, où 27 des 108 ventes d'épouses documentées à l'époque victorienne ont eu lieu. En mai 1837, un forgeron nommé G, à Halifax, vendit d'abord sa femme pour 1 shilling, puis la racheta, puis la revendit à un homme marié pour une demi-couronne. Apprenant la nouvelle, la femme réagit en maltraitant sévèrement son époux infidèle, un détail qui suggère qu'elle n'avait consenti à aucune de ces transactions. Les ventes les plus élaborées pouvaient attirer des foules immenses. En décembre 1849, à Keighley, lorsqu'un homme nommé Ashton découvrit que sa femme s'était enfuie avec son amant alors qu'il était à l'hôpital, il les retrouva et organisa une vente publique. La foule du Yorkshire se rassembla pour assister à la vente de la plantureuse jeune femme à son amant pour 5 shillings et 9 pence après une compétition animée. Avant de partir avec son nouveau partenaire, elle claqua des doigts à son ex-mari et déclara « Voilà. Tu n'as rien à faire, c'est plus que ce que tu pourrais rapporter. » Même les enfants n'étaient pas épargnés par ce commerce. Les épouses étaient parfois vendues avec leurs enfants inclus dans le prix, comme des accessoires à l'achat principal. En 1865, une femme et ses 2 enfants furent vendus 100 livres sterling, plus 25 livres sterling chacun pour les enfants ou une somme qui représentait plusieurs années de salaire pour un ouvrier. L'acheteur prenait non seulement une épouse, mais une famille entière, avec toutes les responsabilités financières que cela impliquait. La réponse des autorités à la vente d'épouses fut incohérente et souvent confuse. Juridiquement, cette pratique n'avait aucun fondement juridique, il s'agissait essentiellement d'une conspiration visant à commettre un adultère suivi de bigamie lors du mariage des nouveaux couples. Mais de nombreux responsables locaux semblaient douter de leur autorité pour intervenir. En 1819, alors qu'un magistrat tentait d'empêcher une vente à Ashbourne, dans le Derbyshire, il fut bombardé et chassé par la foule. Plus tard, il avoua son incertitude quant à l'acte de vente lui-même. Je ne pense pas avoir le droit de l'empêcher, car cela repose sur une coutume préservée par le peuple, dont il serait peut-être dangereux de le priver par une loi à cette fin. Certains responsables locaux encourageaient même cette pratique. Les commissaires de la loi sur les pauvres, chargés d'entretenir les indigents dans les hospices,
forçait parfois les maris à vendre leurs femmes plutôt que de laisser la paroisse subvenir aux besoins de leurs familles séparées. En 1814, Henry Cook fut contraint par les autorités de l'hospice d'Effingham de vendre sa femme plutôt que la paroisse ne prenne en charge son entretien et celui de son enfant. Elle fut emmenée au marché de Cuddington et vendue pour 1 shilling, la paroisse prenant en charge le voyage et le dîner de noces. La puissance symbolique de l'emplacement du marché ne saurait être sous-estimée. Les marchés étaient le lieu où le bétail changeait de main, où les propriétés s'achetaient et se vendaient, et où la communauté se réunissait pour assister aux transactions. En choisissant ces lieux, les participants inséraient leur drame personnel dans l'espace commercial le plus public disponible. Ils exigeaient que leur communauté soit témoin et valide ce que la loi refusait de reconnaître. Mais le symbolisme dépassait largement le simple lieu. Le licol autour du cou de la femme exprimait explicitement ce que la loi impliquait seulement, les épouses étaient des biens, au même titre que les animaux. Certaines ventes fixaient même le prix des femmes au poids, comme pour le bétail. Ce n'était pas une métaphore, c'était le prolongement logique de la doctrine juridique. Cette pratique commença à décliner dans les années 1840, avec l'évolution des mentalités et la libéralisation du divorce. La presse se fit plus critique, qualifiant les ventes de « scènes répugnantes et honteuses ». La classe moyenne montante, mal à l'aise avec de telles démonstrations publiques de ce qu'elle considérait comme la barbarie ouvrière, fit pression pour que des poursuites soient engagées. Dans les années 1850, davantage de ventes furent réalisées de gré à gré, par acte notarié, plutôt que par enchères publiques, les participants cherchant à préserver la fiction juridique tout en évitant la honte publique. Les mouvements de réforme religieuse et sociale œuvrèrent également à l'abolition de cette coutume. L'Armée du Salut et d'autres groupes évangéliques la dénoncèrent, mais, ironiquement, en 1889, un membre de l'Armée du Salut vendit sa femme pour 1 shilling à Hucknall, dans le Nottinghamshire. Même les réformateurs ne purent échapper totalement aux contraintes pratiques qui faisaient de la vente de femmes une solution raisonnable à des situations impossibles. La dernière vente d'épouses recensée en Angleterre eut lieu en 1913. Une femme, témoignant devant un tribunal de police local, affirma avoir été vendue à l'un des collègues de son mari pour un gage. À cette époque, cette pratique était une relique, entretenue davantage par la tradition et le désespoir que par la croyance en sa légitimité. Mais l'horreur la plus profonde de la vente d'épouses n'était pas le rituel lui-même, mais ce qu'il révélait de la société qui le rendait nécessaire. Il ne s'agissait pas de coutumes sauvages pratiquées par des barbares, c'était la réponse logique d'êtres rationnels pris au piège d'un système irrationnel. Lorsque la loi n'offre aucun remède à une situation intolérable, les gens créent leur propre remède, aussi grotesque soit-il. Les femmes qui se tenaient sur ces places de marché, licou autour du cou, n'étaient pas seulement victimes de la cruauté de leur mari, elles étaient victimes d'un système juridique qui refusait de reconnaître leur humanité. Elles étaient prises au piège entre la fiction juridique de leur inexistence et la réalité concrète, elles devaient trouver des moyens de survivre, d'échapper aux abus et de rechercher le bonheur. Certaines trouvaient cet échappatoire dans le théâtre dégradant de la vente d'épouses. Elles subissaient l'humiliation d'être vendues aux enchères comme du bétail, car cela leur offrait ce que la loi leur refusait, une seconde chance. Pour quelques shillings et le prix de leur dignité, elles pouvaient légalement devenir la propriété d'autrui et peut-être, avec un peu de chance, qu'on les traiterait comme des êtres humains plutôt que comme une possession. Les foules rassemblées pour assister à ces ventes n'étaient pas de simples voyeurs en quête de divertissement même si le divertissement constituait certainement une part de leur attrait. Elles étaient témoins de la tentative d'une communauté de résoudre des problèmes que la loi ne pouvait ou ne voulait résoudre. Elles participaient à une forme de justice brutale, une manière de rendre public ce que le droit privé tenait secret. Arthur Minby fut témoin de ce qu'il appelait « la belle vieille coutume » dans un village du Yorkshire du Nord en février 1860. Un vieil homme vendit sa femme, bien plus jeune, à un acheteur d'âge moyen pour 18 pence. L'acheteur, écrivit-il, avait envisagé de faire une offre et avait finalement décidé que l'acte était légitime et légal. Mais les villageois s'y opposèrent, ils brûlèrent le couple en effigie sur la place, suggérant que même dans les communautés où la vente d'épouses persistait, elle était controversée et moralement complexe. Cette pratique transcendait les classes sociales bien plus que les commentateurs de la classe moyenne victorienne ne voulaient l'admettre.
Le duc de Chandos aurait acheté sa seconde épouse à un aubergiste vers 1740, payant une demi-couronne pour une femme qu'il trouvait maltraitée. Il la fit instruire, l'épousa après la mort de son premier marié, de la vie générale, ils vécurent heureux ensemble. Son discours sur son lit de mort à sa famille racontant son histoire et en tirant une touchante morale de confiance en la Providence suggère que même la vente d'épouses aristocratiques pouvait conduire à un amour et un respect sincères. Ces histoires compliquent notre compréhension de ce que la vente d'époux signifiait pour ceux qui la pratiquaient. Certes, c'était dégradant et humiliant, et certes, les femmes étaient traitées comme des biens au sens le plus littéral du terme. Mais c'était aussi, à sa manière perverse, une forme de libération ou une échappatoire à des mariages qui auraient autrement pu signifier une vie de misère ou la mort. Les archives historiques suggèrent que de nombreuses épouses participaient activement à l'organisation de leur propre vente. À Plymouth, en 1822, une femme a fourni l'argent à son agent pour qu'il rachète son mariage. Dans de nombreux cas, les épouses ont insisté sur la vente lorsque leurs maris ont changé d'avis. Elles n'étaient pas des victimes passives trafiquées contre leur gré, elles étaient des participantes actives, utilisant la seule forme de divorce qui leur était accessible. Cela ne rend pas cette pratique moins horrible, mais cela nous aide à comprendre pourquoi elle a perduré pendant plus de 2 siècles. La vente d'épouses ne se limitait pas à des hommes se débarrassant d'épouses non désirées, il s'agissait de familles essayant de résoudre des problèmes impossibles avec les seuls outils disponibles. Le contexte plus large rend cette pratique encore plus tragique. C'était une époque où un ouvrier pouvait gagner 10 shillings par semaine, où les familles vivaient dans des pièces individuelles sans eau courante, où des enfants de 6 ans seulement travaillaient dans les usines 12 heures par jour. La vie était brutale, courte et offrait peu de choix. Le mariage, qui pour les riches pouvait offrir compagnie et promotion sociale, n'était souvent pour les pauvres qu'une forme d'arrangement économique parmi d'autres. Lorsque ce système économique a échoué ou lorsque les maris ont dilapidé l'argent du ménage par l'alcool, lorsque les femmes n'ont pas pu avoir d'enfants, lorsque la violence a rendu la vie familiale insupportable, les pauvres n'ont eu aucun recours. L'Église leur a offert un accompagnement moral, mais aucune solution pratique. La loi a puni, mais pas de soulagement. Seule la justice brutale de la vente des épouses, sanctionnée par la communauté, leur a offert une issue. Les comptes rendus de ces ventes dans les journaux rédigés principalement par des journalistes de la classe moyenne pour des lecteurs de la classe moyenne sont souvent empreints de condescendance et d'indignation morale. Ils décrivent les participants comme brutaux et dépravés, la foule comme sauvage et voyeuriste. Mais entre les lignes, on peut lire des histoires de personnes désespérées faisant des choix impossibles avec toute la dignité dont elles étaient capables. Quand on repense à la vente d'épouses d'un point de vue moderne, il est facile de se focaliser sur sa cruauté et sa dégradation. L'image d'une femme, la corde au cou, vendue aux enchères comme du bétail nous apparaît comme le symbole ultime de l'oppression féminine et c'était le cas. Mais c'était aussi autre chose, c'était la tentative d'une communauté d'instaurer la justice là où la loi n'en offrait aucune. C'était une façon pour des personnes désespérées de revendiquer leur autonomie dans un système conçu pour les priver de choix. C'était brutal, imparfait, souvent cruel, mais c'était aussi la seule forme de divorce accessible aux pauvres. Cette pratique a disparu non pas parce que la société est soudainement devenue plus consciente des droits des femmes, mais parce que le divorce légal est devenu légèrement plus accessible et que l'évolution des conditions économiques a offert d'autres options aux femmes. Les lois sur les biens des femmes mariées de 1870 et 1882 ont commencé à faire tomber les barrières juridiques, offrant aux pauvres des voies alternatives vers l'autonomie et l'aide sociale. Avec la couverture, qui permettait aux épouses de conserver leurs revenus et d'hériter de biens, la loi a lentement, très lentement, commencé à reconnaître les femmes comme des personnes plutôt que comme des biens. Mais pour les femmes qui se tenaient sur les places de marché au début du XIXe siècle, la licole autour du cou, tandis que la foule se pressait pour les examiner comme du bétail, ces changements arrivaient trop tard. Elles vivaient dans un monde qui ne leur offrait aucune identité juridique, aucun droit à leurs propres revenus, aucune échappatoire au mariage violent ou malheureux, si ce n'est par le théâtre dégradant de la vente publique. Leurs histoires nous rappellent que le progrès n'est pas inéluctable, que les droits que nous tenons pour acquis ont été durement acquis et ont coûté cher. Elles nous rappellent que lorsque les systèmes échouent à rendre justice, chacun crée sa propre justice, aussi imparfaite ou moralement troublante soit-elle.
Alors que vous vivez confortablement dans votre vie moderne, avec votre droit légal au divorce, votre droit à la propriété, votre reconnaissance en tant que personne à part entière devant la loi. Souvenez-vous des femmes qui ont acheté leur liberté pour quelques shillings et au prix de leur dignité sur les places de marché de l'Angleterre victorienne. Souvenez-vous que les droits dont vous jouissez ont été bâtis sur la souffrance de femmes qui n'avaient d'autre choix que de porter des licous autour du cou et d'espérer que quelqu'un, n'importe qui, les traiterait plus bienveillantement que la loi. Les derniers échos de ces ventes aux enchères sur les places de marché se sont éteints il y a plus d'un siècle, mais ils nous laissent avec des questions dérangeantes sur les systèmes que nous avons construits et sur les personnes qu'ils ont laissé tomber. Ils nous rappellent que derrière chaque pratique historique grotesque se cachent des histoires humaines de survie, de désespoir et de quête incessante de quelque chose de mieux, même lorsque ce mieux a un coût presque insupportable. L'horreur de la vente d'épouses devient encore plus viscérale lorsqu'on examine le déroulement précis de ces enchères. Imaginez-vous de retour sur cette place du marché, mais cette fois en observateur au milieu de la foule. La brume matinale n'a pas encore dissipé les pavés, et l'air porte l'odeur familière d'un marché aux bestiaux, foin, fumier et cette odeur métallique de peur qui émane des animaux pressentant leur sort. Mais aujourd'hui, la peur vient d'une toute autre source. La femme debout sur cette plateforme improvisée n'est ni une vache ni une brebis, c'est la fille, la mère, la sœur de quelqu'un. Son nom pourrait être Élisabeth, Sarah ou Marie, des noms perdus dans l'histoire, sauf dans des coupures de journaux défraîchis et des archives judiciaires. Elle a 28 ans, les mains abîmées par le travail et un visage qui aurait pu être joli avant que la pauvreté et la dureté de la vie ne creusent des rides autour de ses yeux. Le licol autour de son cou n'a rien d'ornemental, c'est une corde épaisse, du genre de celle qu'on utilise pour mener les chevaux, et elle frotte sa peau à chaque mouvement. Son mari, qui deviendra bientôt son ex-mari, tient l'autre extrémité avec la poigne nonchalante d'un homme qui a déjà fait ça, même si ses mains tremblent légèrement à cause de la bière matinale censée le calmer. « Allons, messieurs » crie-t-il d'une voix qui résonne à travers la place avec une autorité éprouvée. « Que donneriez-vous pour ce beau morceau de chair féminine ? Elle est forte comme un bœuf, peut travailler 16 heures sans se plaindre, et elle a toutes ses dents. » Il lui force la bouche à s'ouvrir avec ses doigts calleux, exhibant ses dents à la foule tel un maquignon exposant sa marchandise. Les hommes rassemblés se serrent plus fort, leur respiration perceptible dans l'air froid, leurs yeux calculateurs. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des fermiers, des ouvriers, des artisans qui comprennent la valeur et le sens pratique. Ils examinent ses mains à la recherche de callosité prouvant qu'elle est capable de travailler. Ils examinent ses hanches pour déterminer si elle peut avoir des enfants. Ils étudient son visage pour déterminer si elle est assez belle pour réchauffer leur lit pendant les nuits froides. Un homme, un forgeron à en juger par son tablier taché de suie, s'avance et lui pince le bras pour tester la fermeté de sa chair. Elle est un peu maigre, observe-t-il d'un air clinique. Elle risque de ne pas survivre à un hiver rigoureux. Quel est son tempérament ? Sujette aux crises ou mélancolique ? Douce comme un agneau quand on la traite bien ? Le mari répond promptement. Elle n'élève jamais la voix, fait exactement ce qu'on lui dit, et elle est douée avec les enfants, elle en a élevé 3 sans en perdre un seul à cause de la fièvre. Mais on perçoit dans le regard de la femme quelque chose qui contredit cette description, une dureté, une intelligence calculatrice qui suggère qu'elle est tout sauf la créature docile qu'on lui présente. Ses lèvres sont serrées en une fine ligne, et ses mains, bien que liées, laissent voir les jointures blanchies par les poings serrés. Elle n'est pas la victime passive que suggère cette scène, elle est une participante jouant un rôle dans un drame qui pourrait bien être son seul chemin vers la liberté. Les enchères commencent timidement. 2 shillings, lance un marchand de bestiaux, plus pour tâter le terrain que par intérêt. La somme suscite les moqueries de la foule, à peine de quoi s'offrir un bon repas. 2 et 6, compte un jeune fermier, le visage rouge d'excitation ou de gêne. Il a peut-être 25 ans, l'air maladroit de quelqu'un qui n'a jamais été marié et qui voit l'occasion de se constituer un foyer tout prêt. Le regard de la femme se pose sur lui, le jaugeant rapidement, cruel, boit-il, la battra-t-il le samedi soir quand la bière le rend méchant ? 3 shillings, la voix s'élève du fond de la foule au celle d'un homme qu'elle reconnaît, Thomas Miller, un veuf qui lui rend visite en secret depuis des mois. Le soulagement envahit si vite son visage que plusieurs observateurs le remarquent et se donnent des coups de coude entendus.
il ne s'agit pas d'une vente aux enchères fortuite, c'est du théâtre, une performance destinée à donner une légitimité juridique à un arrangement déjà conclu. Mais la jeune fermière ne comprend pas la chorégraphie. 4 shillings, crie-t-il avec enthousiasme, persuadé de concourir pour une épouse. Oui, je te donne un cochon. La femme semble véritablement effrayée. Ce n'est pas prévu. Thomas Miller fronce les sourcils et s'avance. 5 shillings, dit-il fermement, sa voix portant un avertissement que le jeune homme semble complètement ignorer. Si, répond aussitôt le fermier, pris par l'esprit de compétition. La foule murmure avec appréciation, le divertissement est meilleur que prévu. La femme tente d'attirer l'attention de son mari pour lui signaler que quelque chose ne va pas, mais il compte mentalement l'argent, calculant la quantité de bière et de gin que 6 shillings lui permettront d'acheter. Pour la première fois, une véritable terreur se lit sur son visage, elle pourrait se retrouver avec un inconnu, quelqu'un de plus cruel que le mari qu'elle tente d'échapper. 7 shillings, dit Thomas Miller en serrant les dents. C'est plus d'argent qu'il n'en a, mais il perçoit la détresse de la femme. Le jeune fermier hésite, tapotant ses poches. 7 shillings plus un cochon représente un investissement important, il regarde à nouveau la femme, étudiant son visage pour la première fois. Quelque chose dans son expression perce enfin ses fantasmes amoureux, elle ne le regarde pas avec gratitude ou acceptation résignée, elle le regarde avec cette peur habituellement réservée aux chiens enragés. 7 shillings et 6 pence, dit-il, mais sa voix manque de conviction. Le commissaire-priseur son mari sent le changement d'humeur. Il est assez ivre pour être gourmand, mais pas assez pour manquer la dangereuse tension qui monte dans la foule. Une fois pour 7 et 6, lance-t-il rapidement, espérant mettre fin à la vente avant qu'elle ne dégénère. 8 shillings, dit désespérément Thomas Miller, même si tout le monde voit bien qu'il n'a pas cette somme. L'instant s'éternise, la femme se tient figée entre sa misère actuelle et un avenir incertain, tandis que 2 hommes se disputent le droit de la posséder aussi complètement qu'ils posséderaient un cheval ou une table. La foule observe avec fascination, témoin d'un spectacle à la fois divertissant et profondément dérangeant. Puis, un événement inattendu se produit, la femme prend la parole. « Je choisis Thomas Miller », dit-elle distinctement, sa voix résonnant sur la place soudain silencieuse. « Je l'accompagnerai volontiers, mais je ne me laisserai pas vendre à un inconnu comme un sac de blé. » La foule éclate en murmures et en disputes, ce n'est pas comme ça que la vente d'épouse est censée se dérouler, la femme n'a pas le choix, c'est tout l'intérêt de la vente aux enchères. Mais il y a quelque chose dans sa voix, une dignité qui impose le respect même dans cette situation dégradante, qui fait hocher la tête en signe d'approbation de plusieurs hommes. « Cette fille a parlé », s'écrie un vieil homme au bord de la foule. « Qu'elle aille où elle veut, ce n'est pas un marché aux bestiaux. »« Mais j'ai misé le plus », proteste le jeune fermier, soulagé plutôt que déçu. Le mari regarde nerveusement autour de lui, il a perdu le contrôle de sa propre vente aux enchères, et l'humeur de la foule change d'une manière qu'il ne comprend pas. La vente d'épouse fonctionne parce que la communauté l'accepte comme légitime, mais cette légitimité repose sur le respect de certaines règles tacites, et l'une d'elles semble être que les préférences de la femme comptent. 7 shillings de Thomas Miller, annonce rapidement le mari, limitant ses pertes. Et elle y va de bon cœur, donc pas de discussion possible. Thomas Miller s'avance avec l'argent emprunté à 3 voisins différents, le visage rouge de soulagement et de gêne. Le licol est officiellement transféré du mari à son nouveau propriétaire, mais Thomas le retire aussitôt du cou de la femme et le jette avec un dégoût évident. La foule applaudit comme si elle venait d'assister à la conclusion satisfaisante d'une représentation théâtrale, ce qui, à bien des égards, est le cas. La femme, appelons-la Sarah, fait la révérence à la foule avec plus de dignité que quiconque ne le mérite, puis prend le bras que Thomas Miller lui offre. Mais alors que la foule commence à se disperser, on comprend le véritable prix de cette fin heureuse. Sarah a peut-être échappé à une mauvaise passe, mais elle est désormais légalement liée à Thomas Miller aussi étroitement qu'à son premier mari. Si Thomas se révèle cruel ou devient ivrogne, elle n'aura plus aucun recours. Elle a simplement troqué une forme d'esclavage légal contre une autre, espérant que son nouveau maître sera plus bienveillant que l'ancien. Le jeune fermier qui a failli l'acheter les regarde partir, confus.
Une part de lui est déçue, il avait été suffisamment seul pour penser qu'acheter une épouse était une solution raisonnable à ses problèmes, mais une autre part de lui est également perturbée par ce qu'il vient d'observer. Il n'a jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifierait de posséder un autre être humain, avoir quelqu'un lié à lui non par l'amour ou même par un avantage mutuel, mais par une fiction juridique qui la réduirait à un statut de propriété. Le mari, l'ex-mari de Sarah, empoche ses 7 shillings et se dirige vers la taverne la plus proche, calculant déjà combien de verres il peut s'offrir. Il ressent un mélange de soulagement et de perte qu'il ne comprend pas vraiment. Sarah avait été un fardeau, une bouche de plus à nourrir, une autre personne exigeant ses ressources limitées, mais elle était aussi la seule personne au monde à se soucier de sa vie ou de sa mort, même si cette préoccupation était mêlée de peur et de ressentiment. Cette scène particulière est fictive, mais elle s'appuie sur des dizaines de cas documentés qui suivent des schémas remarquablement similaires. La réalité de la vente d'épouse était à la fois plus complexe et plus déchirante que ne le suggère le simple récit d'hommes se débarrassant d'épouses non désirées. Prenons le cas de Marianne Price, vendue à Merthyr Tydfil en 1837. Le journal la décrit comme une jeune femme d'apparence avenante, conduite au marché avec une corde neuve autour de la taille. Elle fut vendue à un homme nommé Lewis pour 4 shillings et 6 pence, mais la transaction était clairement arrangée à l'avance, Lewis était présenté comme son amoureux, et la vente fut conclue à la satisfaction apparente de toutes les parties. Mais, caché dans le récit du journal, se cachent des détails qui suggèrent une histoire plus profonde. Le mari de Marianne était un mineur de charbon, fortement alcoolique. La vente eut lieu pendant une période de grave dépression économique dans les districts miniers gallois, où les familles peinaient à survivre avec des salaires réduits et un travail irrégulier. Le choix de Marianne d'être vendue était probablement celui de mourir de faim avec un mari ivre ou de survivre avec un homme capable de subvenir à ses besoins. Par son mari, mais refusa d'accepter aucun des enchérisseurs. La foule devint hostile lorsqu'elle persista à repousser les acheteurs potentiels, et la situation devint si tendue que le magistrat local intervint pour empêcher les violences. La femme fut finalement vendue à un inconnu pour 3 shillings, mais elle refusa de l'accompagner. La vente fut déclarée nulle et elle fut autorisée à retourner chez son mari bien que ce qui lui arriva par la suite ne soit pas consigné. Ces cas révèlent la contradiction fondamentale au cœur de la vente d'épouses. Cette pratique reposait sur la fiction juridique selon laquelle les femmes étaient des biens transférables à volonté, mais elle dépendait aussi du consentement de la femme à l'acceptation de la communauté. Une épouse manifestement vendue contre son gré suscitait la sympathie et parfois l'intervention de la part de foules qui, autrement, auraient pu apprécier le spectacle. La répartition géographique de la vente d'épouses nous renseigne sur les conditions sociales et économiques qui l'ont rendue nécessaire. Le Yorkshire, avec ses villes industrielles et sa pauvreté rurale, comptait le plus grand nombre de cas recensés. Cette pratique était moins courante dans le sud prospère et quasiment inconnue en Écosse, où des traditions juridiques différentes offraient d'autres solutions aux couples malheureux. Dans le nord industriel, où les structures sociales traditionnelles s'effondraient sous la pression des rapides changements économiques, la vente d'épouses offrait un moyen d'adapter les anciennes coutumes aux nouvelles circonstances. Le travail en usine signifiait que les familles n'étaient plus des unités économiques travaillant ensemble dans les fermes. Mari et femme pouvaient travailler dans des secteurs différents, avoir des horaires différents et développer des réseaux sociaux distincts. Lorsque les mariages s'effondraient sous ces pressions, les remèdes traditionnels comme l'intervention communautaire ou la pression familiale devenaient moins accessibles. Le symbolisme du licol révèle les liens profonds entre la vente d'épouses et le commerce du bétail, mais il remplissait également une fonction juridique pratique. La common law anglaise reconnaissait plusieurs modes de transfert de propriété, et la manipulation physique des biens appelée « livery of seisin » était l'une des méthodes les plus anciennes et les plus respectées. En utilisant un licol et en procédant à la vente sur un marché, les participants invoquaient des traditions juridiques remontant à l'époque médiévale. Le licol avait également une fonction psychologique, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Pour les maris, il explicitait ce que la loi impliquait déjà, leurs épouses étaient des biens dont elles pouvaient disposer à leur guise. Pour les acheteurs, il symbolisait leurs nouveaux droits et responsabilités. Pour les femmes elles-mêmes, le retrait du licol marquait souvent leur transition psychologique d'un foyer à l'autre. Certaines des ventes d'épouses les plus élaborées impliquaient de multiples transferts d'une même femme.
À Sheffield, en 1842, une femme fut vendue 3 fois en une seule journée, plusieurs hommes ayant enchéri, puis changeant d'avis à chaque fois. Elle dut endurer l'humiliation d'être examinée par des acheteurs potentiels, pour se retrouver à nouveau aux enchères lorsque la transaction échoua. Le journal la décrit comme de plus en plus désemparée à mesure que la journée avançait, jusqu'à fondre en larmes lorsque la 3e vente fut également annulée. Ces ventes multiples révèlent l'instabilité fondamentale du système tout entier. La vente d'épouses n'ayant aucun fondement juridique, il était impossible de faire respecter les contrats ou de résoudre les litiges. Un acheteur qui changeait d'avis pouvait simplement retourner son achat et exiger le remboursement. Une femme qui trouvait sa nouvelle situation intolérable n'avait d'autre recours que de convaincre son nouveau mari de la vendre à nouveau. Les enfants des épouses vendues occupaient une place particulièrement tragique dans ces arrangements. Ils étaient parfois inclus dans le prix de vente, comme des accessoires de l'achat principal. Une femme vendue à Pontefract en 1847 était accompagnée de 3 enfants, et l'acheteur acceptait de prendre en charge leur éducation. Mais le plus souvent, les enfants étaient laissés avec leur père, séparés de leur mère par des transactions qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. L'impact émotionnel sur ces enfants n'apparaît pas dans la plupart des documents historiques, mais on peut imaginer le traumatisme de voir sa mère emmenée, la corde au cou, par un inconnu qui venait de elle, à acheter. Certains enfants n'ont jamais revu leur mère, d'autres ont été réunis des années plus tard, dans des circonstances qui ont dû être gênantes et douloureuses pour toutes les personnes impliquées. La pratique de la vente d'épouses a également eu de profondes répercussions sur les communautés où elle se déroulait. Ces ventes étaient des événements publics qui attiraient des foules de centaines, voire de milliers de spectateurs. Devenue un divertissement populaire, elle servait également de cadre à des discussions communautaires sur le mariage, la moralité et les limites du comportement acceptable. Les foules rassemblées pour les ventes d'épouses n'étaient pas des observateurs passifs, elles participaient activement à une forme de justice brutale. Elles pouvaient approuver ou désapprouver certaines ventes, intervenir lorsqu'elles estimaient qu'une femme était traitée injustement et utiliser leur voix collective pour faire respecter les normes de la communauté. Un mari qui tentait de vendre sa femme à une personne jugée inappropriée par la communauté pouvait voir sa vente aux enchères perturbée par des spectateurs hostiles. Ces interventions communautaires révèlent que la vente d'épouses n'était pas simplement une question de choix individuel ou de désespoir, elle s'inscrivait dans des réseaux sociaux et des économies morales complexes. Cette pratique ne pouvait fonctionner que si elle bénéficiait du soutien de la communauté, et ce soutien était conditionné au respect de certaines règles tacites d'équité, de consentement et de respectabilité. Le déclin du statut social de la vente d'épouses au milieu du XIXe siècle reflétait des changements plus vastes au sein de la société britannique. La classe moyenne en pleine expansion, attachée à l'intimité familiale et à la respectabilité morale, était de plus en plus mal à l'aise face aux démonstrations publiques de rupture conjugale dans la classe ouvrière. Les journaux commencèrent à qualifier la vente d'épouses d'exhibitions répugnantes et de spectacles brutaux, un langage qui reflétait les angoisses de classe d'une époque où le capitalisme industriel établissait des distinctions nettes entre comportements respectables et comportements répréhensibles. Les mouvements de renouveau religieux ont également contribué à la suppression de cette pratique. Le christianisme évangélique, qui mettait l'accent sur le caractère sacré du mariage et la réforme morale des classes populaires, considérait la vente d'épouses comme une preuve de corruption spirituelle qu'il fallait éliminer. Les prédicateurs méthodistes et baptistes condamnaient régulièrement cette pratique du haut de leur chair, même si leur succès en matière de changement de comportement fut limité. La réponse du système juridique à la vente d'épouses a évolué lentement et de manière incohérente. Avant 1850, les poursuites étaient rares et les sanctions légères, généralement quelques jours de prison ou une légère amende. Mais à mesure que les mentalités se durcissaient contre cette pratique, les tribunaux ont commencé à prononcer des peines plus sévères. Dans les années 1860, les hommes reconnus coupables d'avoir vendu leur épouse pouvaient encourir 6 mois de prison, et les acheteurs pouvaient être accusés de complot en vue de commettre un adultère. Cependant, prouver la réalité d'une vente d'épouse était souvent difficile. Les participants étaient fortement incités à nier tout échange d'argent ou à prétendre que la cérémonie n'était qu'une plaisanterie ou une représentation théâtrale. Les jurys, souvent issus de milieux populaires où la vente d'épouses était encore comprise, voire approuvée,
étaient parfois réticents à condamner des personnes pour ce qu'ils considéraient comme des tentatives de résoudre des problèmes insolubles. Ce n'était pas chaotique. Les règles étaient comprises et généralement respectées par les participants. Le déclin de la vente d'épouses après 1850 n'était pas simplement dû à des pressions juridiques ou à une désapprobation sociale, les changements économiques rendaient cette pratique moins nécessaire et moins pratique. Le travail en usine a donné aux femmes une certaine indépendance économique, réduisant leur dépendance absolue au soutien masculin. La croissance des zones urbaines a offert davantage de possibilités d'échapper à des mariages difficiles par la simple désertion. L'expansion du réseau ferroviaire a facilité la disparition et la création d'entreprises. De nouvelles vies dans des endroits lointains. L'évolution des mentalités à l'égard du mariage a également joué un rôle. L'idéologie romantique qui se répandait à tous les niveaux de la société mettait l'accent sur l'amour et l'affection mutuelle comme fondement légitime du mariage, rendant les aspects commerciaux de la vente d'épouses de plus en plus répugnants. Le mouvement naissant pour les droits des femmes, bien qu'encore modeste et majoritairement issu de la classe moyenne, a proposé des cadres de réflexion alternatifs sur les relations entre les sexes et l'autonomie des femmes. Les dernières ventes d'épouses documentées en Angleterre ont eu lieu au début du XXe siècle, époque à laquelle elles étaient largement perçues comme les vestiges d'un passé barbare. L'affaire de 1913 à Leeds concernait une femme qui affirmait que son mari l'avait vendue à un collègue pour $1000. Mais les circonstances étaient troubles et la réaction de la communauté fut totalement négative. Il n'y avait pas de foule, pas de cérémonie publique, et personne ne pensait qu'il s'agissait d'une solution acceptable aux problèmes conjugaux. À cette époque, le divorce légal était accessible aux classes populaires, bien que toujours coûteux et socialement stigmatisé. La loi sur les causes matrimoniales de 1923 allait bientôt rendre le divorce plus accessible aux femmes, offrant des recours légaux pour certains des problèmes que la vente d'épouses avait autrefois résolus. Les programmes d'aide sociale, bien que limités, offraient des alternatives aux choix difficiles qui avaient autrefois rendu la vente de sa femme raisonnable. L'héritage de la vente d'épouses s'étend bien au-delà de son contexte historique. Cette pratique révèle des tensions fondamentales autour du genre, de la propriété et de l'autonomie personnelle, qui continuent d'influencer les débats contemporains sur le mariage et le divorce. Elle démontre comment les systèmes juridiques peuvent échouer à répondre aux besoins humains, obligeant les individus à créer leurs propres solutions, parfois moralement problématiques, mais pratiquement nécessaires. Les lecteurs modernes pourraient être tentés de considérer la vente d'épouses comme une preuve de barbarie historique, la preuve que nous avons dépassé ces formes brutales d'oppression de genre. Mais cette pratique résultait de conditions juridiques et économiques spécifiques qui imposaient des choix impossibles à des personnes désespérées. Les femmes qui participaient à la vente d'épouses n'étaient pas des victimes passives, elles étaient des agents actifs cherchant à améliorer leur situation avec les moyens limités dont elles disposaient. La question fondamentale soulevée par la vente d'épouses reste d'actualité: que se passe-t-il lorsque les systèmes juridiques ne parviennent pas à offrir des recours adéquats face à des situations intolérables ? Parmi les exemples contemporains, on peut citer les immigrants sans papier qui n'ont pas accès à la protection juridique, les victimes d'abus qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat, ou les familles déchirées par des politiques économiques qui privilégient des principes abstraits au détriment du bien-être humain. Les foules rassemblées pour assister aux ventes d'épouses ne cherchaient pas simplement à se divertir, elles participaient à des discussions communautaires sur la justice, la moralité et les limites du comportement acceptable. Dans notre société de plus en plus privatisée, nous avons perdu certains des mécanismes qui permettaient aux communautés d'intervenir dans les tragédies individuelles, mais nous n'avons pas éliminé les tragédies elles-mêmes. Alors que nous concluons cette exploration de l'une des coutumes les plus troublantes de l'histoire, nous revenons sur la place du marché où notre histoire a commencé, la femme, le licou autour du cou, debout sur l'estrade tandis que des inconnus se disputent le droit de la posséder. Elle représente des milliers de femmes confrontées à des choix impossibles dans un système conçu pour les priver de leur liberté d'action. Certains ont trouvé le bonheur dans leur nouvelle situation, une affection sincère avec des partenaires qui les traitaient comme des êtres humains plutôt que comme des biens. D'autres ont découvert que changer de maître ne changeait rien à la nature fondamentale de leur esclavage. Tous ont payé un prix en termes de dignité et de respect de soi qu'aucun avantage pratique ne pouvait pleinement compenser. Leurs histoires nous rappellent que le progrès n'est pas inéluctable,
que les droits et les protections que nous tenons pour acquis se sont construits sur la souffrance de personnes qui n'avaient d'autre choix que de travailler dans des systèmes qui niaient leur humanité. Elle nous rappelle que derrière chaque pratique historique aussi répugnante qu'elle puisse paraître aux yeux d'aujourd'hui se cachent des êtres humains qui tentent de survivre, de trouver l'amour, de donner du sens à des circonstances qui offrent peu de choix. Les licous ont disparu. Les places de marché ont été transformées en centres commerciaux. Les systèmes juridiques qui traitaient autrefois les femmes comme des biens ont été réformés. Mais des questions plus profondes demeurent. Comment créer des systèmes qui répondent aux besoins humains plutôt qu'à des principes abstraits? Comment garantir que le progrès profite à tous, et pas seulement à quelques privilégiés? Comment bâtir des sociétés où personne n'aura à choisir entre dignité et survie? Les femmes de l'Angleterre victorienne, qui portaient des licous autour du cou et espéraient des maîtres plus bienveillants, méritent mieux que d'être commémorées comme de simples victimes de la barbarie historique. Elles méritent d'être commémorées comme des êtres humains qui ont affronté des situations impossibles avec tout le courage et la détermination dont elles ont fait preuve, qui ont trouvé le moyen de survivre et parfois même de prospérer dans un monde conçu pour les écraser. Leur voix résonne à travers les siècles, nous rappelant que la liberté a un prix, que la dignité n'est pas garantie et que le prix de la justice est une vigilance constante face au système et aux circonstances qui réduisent les êtres humains à l'état de propriété. En nous souvenant de leurs histoires, nous honorons non seulement leur mémoire, mais aussi notre obligation de veiller à ce que de tels choix ne soient plus jamais nécessaires. Les places de marché sont désormais désertes, mais les questions qu'elles soulevaient sur la valeur humaine, la justice et le prix de la survie restent aussi urgentes aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Cette urgence est à la fois un avertissement et un espoir, l'avertissement que les progrès peuvent être inversés, et l'espoir que la compréhension du passé peut nous aider à construire un avenir plus juste.